Et si une simple décision de survie pouvait changer le destin de toute une famille? En décembre 1910, à Paris, une jeune mère enceinte de 8 mois s'est retrouvée assise sur le pavé glacé de la gare de l'Est, ses 2 enfants blottis contre elle. Ce qui semblait être une scène ordinaire de misère allait en réalité révéler un drame plus grand que personne n'aurait pu imaginer. Car des années plus tard, un carnet retrouvé dans un bureau de la Compagnie des chemins de fer allait bouleverser toutes les certitudes et dévoiler la vérité derrière une mort soi-disant accidentelle. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Et jusqu'où une mère est-elle prête à aller pour protéger ceux qu'elle aime? Restez avec moi. Je vais vous raconter toute cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels historiques. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires de mémoire et de courage ne soient jamais oubliées. Elle savait qu'il lui restait moins de 3 heures avant que ses enfants découvrent qu'elle avait vendu la dernière chose qui leur appartenait encore, l'alliance de leur père mort. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi Claire Martin souriait sur cette photographie, alors qu'elle portait dans son ventre un enfant qui ne verrait jamais le jour. Cette photographie fut découverte en 1967 dans les archives du journal L'Illustration, rangée parmi des centaines d'autres clichés documentant la misère parisienne de 1910. Mais regardez attentivement le visage de cette femme. Ce n'est pas le visage de la résignation. C'est le visage de quelqu'un qui porte un secret si lourd qu'il pourrait briser n'importe quelle âme. Un secret qui coûterait la vie à l'enfant qu'elle portait. Voici Claire Martin, 23 ans, assise sur le pavé humide près de la gare de l'Est. Enceinte de 8 mois. Louise, 5 ans, blottie contre elle. Paul, 3 ans, qui tousse dans ses bras. Les registres de la Compagnie des chemins de fer de l'Est confirment que son mari Henri est mort écrasé entre 2 wagons le 3 septembre 1910. Mais Claire gardait un secret que même ses propres enfants ne connaissaient pas. Un secret qui la hantait chaque nuit depuis 4 mois. Parce que ce matin du 18 décembre 1910, Claire avait pris une décision qui signifiait condamner son bébé à naître pour sauver les 2 enfants qu'elle avait déjà. Le docteur Bertillon, dans son rapport sur la mortalité infantile, notait que les femmes enceintes vivant dans la rue avaient moins de 50% de chances de voir leur enfant survivre. Claire le savait. Elle savait que chaque nuit passée dehors tuait lentement le bébé dans son ventre. Et elle avait choisi. Elle avait choisi de nourrir Louise et Paul plutôt que de garder assez de force pour l'enfant à naître. Ce que personne ne voyait sur cette photo, c'est que Paul toussait du sang depuis 3 jours. Une toux qui déchirait ses petits poumons. Une toux qui coûtait 40 centimes de sirop à la pharmacie. 40 centimes ou un pain pour nourrir Louise qui commençait à voler dans les boulangeries. Claire avait choisi le sirop. Mais pour avoir ces 40 centimes, elle avait fait quelque chose d'impensable. Elle avait vendu l'alliance d'Henri à un usurier de la rue du Temple. 3 francs, le prix de 3 jours de survie. Le prix de la trahison ultime. Et dans moins de 3 heures, quand Louise demanderait pourquoi maman n'avait plus la bague de papa, Claire devrait mentir à ses propres enfants. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que quelqu'un l'avait vue sortir de chez l'usurier. Quelqu'un qui la connaissait très bien. Pour comprendre comment Claire Martin en était arrivée à ce moment précis, à cette photographie qui capture l'instant exact où une mère choisit entre ses enfants, il faut remonter 6 mois en arrière. Au temps où elle croyait encore que l'amour d'Henri suffirait à les protéger tous. C'était le 2 septembre 1910, la veille du jour où tout bascula. Claire préparait le dîner dans leur petit logement de la rue de la Chapelle. 20 francs par mois pour 2 pièces humides au 4e étage. Henri venait de rentrer de son travail à la gare, couvert de suie et de graisse. Il avait embrassé Louise sur le front, soulevé Paul dans ses bras, posé sa main sur le ventre de Claire où grandissait leur 3e enfant. « Demain je demande l'augmentation au contremaître Dubois », avait-il dit en souriant. « Avec le petit qui arrive, on aura besoin de plus. » Claire se souvenait encore de l'odeur du ragoût de navet, du rire de Paul quand Henri le faisait tourner dans les airs, de Louise qui apprenait à écrire son nom sur l'ardoise. C'était leur dernier soir normal. Leur dernier soir en famille.
Le lendemain matin, Henri était parti à 5 heures comme chaque jour. Il avait embrassé Claire endormie, murmuré qu'il l'aimait. Les archives de la Compagnie des chemins de fer conservent encore le rapport d'accident. 3 septembre, 6h17 du matin. L'ouvrier Henri Martin, 28 ans, a été pris entre 2 wagons en mouvement suite à une erreur d'aiguillage. Mort sur le coup. Mais voici ce que le rapport ne dit pas. Henri avait crié le nom de Claire avant de mourir. Un collègue, Pierre Moreau, l'avait entendu. Ce cri entrait Claire pour le reste de sa vie. Parce qu'au moment où Henri mourait en criant son nom, Claire dormait paisiblement, inconsciente que sa vie venait de s'écrouler. La compagnie avait refusé toute compensation. Henri était en période d'essai, prétendait-il. Pas de pension pour la veuve. Pas d'aide pour les orphelins. Rien. Le contremaître Dubois, celui-là même à qui Henri voulait demander une augmentation, avait personnellement signé le refus. Claire avait supplié, montré son ventre rond, parlé des 2 petits. Dubois avait détourné le regard. Octobre était arrivé avec ses pluies glaciales. Claire n'avait pas pu payer le loyer. Le propriétaire, Monsieur Fouché, leur avait donné 8 jours pour partir. Claire avait vendu tout ce qu'elle pouvait. Les meubles d'abord, puis les vêtements d'Henri, puis ses propres chaussures. Elle marchait pieds nus dans des chiffons quand le froid de novembre s'était installé. Et maintenant, assise sur ce trottoir glacé de décembre, elle sentait le bébé bouger de moins en moins dans son ventre. Elle savait ce que cela signifiait. Les femmes de la rue le savaient toutes. Quand le bébé arrête de bouger, c'est qu'il commence à mourir. Lentement, silencieusement, mais Claire souriait au photographe. Parce que dans 2 heures, elle avait rendez-vous avec quelqu'un qui pourrait tout changer. Quelqu'un qui lui avait fait une promesse. Une promesse qui sauverait Louise et Paul. Même si cela signifiait perdre le bébé qu'elle portait. 6 mois plus tôt, Paris suffoquait sous une chaleur inhabituelle pour un mois de juin. Claire ne savait pas encore qu'elle était enceinte. Elle ne savait pas qu'Henri mourrait dans 3 mois. Elle ne savait pas que les sourires de cette époque seraient les derniers vrais sourires de sa vie. Henri travaillait depuis 2 ans à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Chaque matin, il partait avant l'aube, traversant les rues encore endormies du 10e arrondissement. Les archives de la compagnie montrent qu'il était considéré comme un bon ouvrier, ponctuel, travailleur. Mais il y avait quelque chose qu'Henri n'avait jamais dit à Claire. Depuis des semaines, il remarquait que les freins de certains wagons n'étaient pas entretenus correctement. Il avait alerté le chef d'équipe, Auguste Renard. Les lettres d'ouvriers publiées dans l'Humanité cette année-là parlèrent des mêmes problèmes de sécurité. Mais la compagnie préférait économiser sur l'entretien. Henri avait commencé à noter chaque incident dans un petit carnet noir qu'il cachait dans sa veste. Claire se souvenait d'une nuit de juillet où Henri s'était réveillé en sueur. « J'ai rêvé que je mourais écrasé », avait-il murmuré. Claire l'avait serré contre elle, lui avait dit que ce n'était qu'un cauchemar. Mais Henri avait continué à trembler. « Promets-moi que tu t'occuperas des petits, si quelque chose m'arrive. » Claire avait ri, l'avait traité de superstitieux. Comment aurait-elle pu savoir que c'était une prémonition? Le 15 août, Claire avait découvert qu'elle était enceinte. La sage-femme du quartier, Madame Rousseau, avait confirmé. Un 3e enfant. Henri avait pleuré de joie. Ils avaient dansé dans leur petite cuisine. Louise et Paul riaient en les regardant. C'était la dernière fois que Claire voyait Henri vraiment heureux. Parce que le 20 août, quelque chose avait changé. Henri était rentré le visage grave. Le contremaître Dubois l'avait pris à part. « Arrête de faire des vagues avec tes histoires de sécurité, Martin. Tu as une famille à nourrir, non ?» La menace était claire. Henri avait rangé son carnet noir. Il avait choisi le silence. Mais le destin se moquait des précautions. Le 3 septembre, ce n'était même pas un problème de frein qui tua Henri. C'était une erreur d'aiguillage. Une erreur humaine. L'aiguilleur était ivre, révéleraient plus tard les témoignages officieux. Mais la compagnie étouffa l'affaire. L'aiguilleur était le neveu d'un administrateur. Quand on avait ramené le corps d'Henri, Claire était enceinte de 3 mois. Louise avait demandé pourquoi papa dormait si longtemps.
Paul avait essayé de le réveiller en tirant sur sa manche. Claire avait dû expliquer à ses enfants que papa ne se réveillerait plus jamais. Les voisins du 4e étage se souviennent encore des cris de Claire cette nuit-là. L'enterrement avait eu lieu au cimetière de Pantin. 15 personnes seulement. Les collègues d'Henri avaient peur de perdre leur emploi s'ils venaient. Seul Pierre Moreau avait osé. C'est lui qui avait glissé 20 francs dans la main de Claire. « Henri était mon ami », avait-il simplement dit. Ces 20 francs leur permettraient de survivre 2 semaines. Octobre avait apporté les premières vraies difficultés. Le propriétaire Fouché réclamait son loyer. Claire avait vendu la montre d'Henri, celle que son propre père lui avait donnée. 15 francs. Pas assez pour le loyer, mais assez pour acheter du pain et du lait pour les enfants. Louise commençait à comprendre. Elle mangeait moins pour laisser plus à Paul. C'est à cette époque que Claire avait remarqué les premiers signes inquiétants. Le bébé bougeait moins. Elle avait faim tout le temps mais n'avait rien à manger. Ses seins qui auraient dû se préparer à allaiter restaient secs. Son corps sacrifiait lentement l'enfant à naître pour survivre. La première nuit dans la rue était arrivée le 2 novembre, jour des morts. L'ironie n'échappait pas à Claire. Il s'était réfugié sous les arcades de la gare de l'Est. L'endroit même où Henri avait travaillé. Paul toussait déjà. Louise tremblait de froid. Claire avait enveloppé ses enfants dans son propre manteau, restant en simple robe malgré le froid glacial. C'est là qu'elle avait rencontré Marguerite, une prostituée de 50 ans qui travaillait près de la gare. Marguerite avait vu Claire et ses enfants. Elle n'avait rien dit, mais le lendemain, elle avait apporté une couverture. Pour les petits, avait-elle murmuré avant de disparaître dans la nuit. Cette couverture sauverait la vie de Paul pendant les nuits les plus froides. Les registres de la préfecture de police mentionnent une augmentation de 60% des vagabonds autour des gares en 1910. Claire n'était qu'un numéro dans ces statistiques. Mais pour Louise et Paul, elle était tout. Leur mère, leur protection, leur dernier rempart contre un monde qui les avait abandonnés. Début décembre, Paul avait développé cette toux qui déchirait ses poumons. Le pharmacien de la rue Saint-Denis, M. Leclerc, avait eu pitié. Il avait donné un premier flacon de sirop, prétendant s'être trompé dans l'inventaire. Mais il ne pouvait pas le faire 2 fois. La deuxième fois, il fallait payer. C'est ainsi que Claire s'était retrouvée devant l'usurier de la rue du Temple ce matin du 18 décembre. L'alliance d'Henri dans sa main tremblante. Sa dernière possession. Son dernier lien avec l'homme qu'elle avait aimé. L'usurier, un certain Goldberg selon les registres commerciaux, avait examiné l'anneau. 3 francs, pas plus. Claire avait accepté, pour le sirop de Paul, pour un peu de pain, pour survivre 3 jours de plus. Mais en sortant de la boutique, elle avait croisé un regard qu'elle connaissait. Madame Dubois, la femme du contremaître, celle qui venait parfois apporter de la soupe. Leurs yeux s'étaient croisés. Madame Dubois avait vu l'alliance d'Henri dans la vitrine de l'usurier. Et maintenant, 2 heures plus tard, alors que le photographe immortalisait sa misère, Claire attendait. Car Madame Dubois lui avait murmuré quelque chose avant de partir. Quelque chose qui changerait tout. « Retrouve-moi à 3 heures devant l'église Saint-Laurent. J'ai quelque chose d'important à te dire sur la mort d'Henri. » Claire sentit le bébé faire un dernier mouvement dans son ventre. Faible. Presque imperceptible, comme un adieu. 3 heures de l'après-midi approchaient. Claire se leva péniblement du trottoir glacé, ses jambes engourdies protestant contre le mouvement. Louise tenait la main de Paul qui toussait moins fort grâce au sirop acheté avec l'Alliance. Chaque pas vers l'église Saint-Laurent était une torture. Le bébé pesait lourd dans son ventre, immobile depuis des heures maintenant. Madame Dubois l'attendait dans l'ombre du porche. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Elle regarda autour d'elle avant de parler, comme si les murs avaient des oreilles. Les registres paroissiaux de Saint-Laurent confirment qu'une confession extraordinaire fut entendue ce jour-là par le père Mathieu, bien qu'il n'en révélât jamais le contenu. « Claire, mon mari m'a tout avoué la semaine dernière. Il était ivre, rongé par la culpabilité. » La voix de Madame Dubois se brisa. « Henri n'est pas mort par accident. L'aiguillage, c'était intentionnel. » Le monde s'arrêta de tourner. Claire sentit ses genoux faiblir.
Louise la retint instinctivement. Cette petite fille de 5 ans portant déjà le poids d'une adulte. Les mots de Madame Dubois continuaient à tomber comme des pierres. Henri avait découvert que la compagnie falsifiait les registres de sécurité. Des hommes mouraient et on maquillait les rapports. Il avait des preuves dans un carnet noir. Mon mari a reçu l'ordre de faire taire Henri. Définitivement. Les larmes coulaient sur les joues de Madame Dubois. L'aiguilleur, c'était un tueur payé par la compagnie. Mon mari a signé l'ordre. Claire voulait crier, mais aucun son ne sortait. Paul s'accrochait à sa jupe, effrayé par le visage déformé de sa mère. Le bébé dans son ventre restait immobile, comme s'il partageait le choc de cette révélation. Les documents du ministère des Travaux publics montrent qu'une enquête sur la compagnie des chemins de fer fut mystérieusement abandonnée en octobre 1910. Mais ce n'est pas tout, continua Madame Dubois en sortant une enveloppe de son manteau. Henri avait droit à une pension complète, 300 francs. Mon mari les a détournés. Cet argent vous revient. Elle tendit l'enveloppe à Claire. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. 100 francs. Ce n'est pas assez, mais... Claire prit l'enveloppe avec des mains qui ne lui appartenaient plus. 100 francs. De quoi louer un logement. De quoi nourrir ses enfants. De quoi accoucher dans un lit et non dans la rue. Mais cet argent était couvert du sang d'Henri. Chaque franc était une trahison à sa mémoire. Il y a autre chose, murmura Madame Dubois. Le carnet noir d'Henri. Mon mari l'a gardé. Il est dans son bureau à la gare. Si vous pouviez le récupérer, vous pourriez prouver... Elle s'arrêta. Prouver quoi? Que la compagnie tuait ses ouvriers? Qui croirait une veuve sans abri contre une entreprise puissante? C'est alors que Claire prit la décision qui entrait le reste de sa vie. Elle regarda ses enfants. Louise, si maigre, si courageuse. Paul toussant dans le froid, serrant son soldat de plomb. Et ce bébé dans son ventre qui ne bougeait plus. Elle ne pouvait pas tous les sauver. Elle devait choisir. « Gardez votre argent », dit Claire d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. « Mais aidez-moi autrement. Prenez Louise et Paul, juste pour cette nuit. Donnez-leur un lit chaud, un repas. Demain matin, je viendrai les chercher. » Madame Dubois la regarda, comprenant soudain ce que Claire comptait faire. « Vous allez aller à la gare cette nuit. Vous allez chercher le carnet. » Claire hocha la tête. Elle savait que dans son état, escalader jusqu'au bureau du contremaître était du suicide. Chaque effort risquait de déclencher l'accouchement. Mais si elle trouvait ce carnet, si elle pouvait prouver le meurtre d'Henri, peut-être que ses enfants auraient justice. Peut-être qu'ils auraient la pension qui leur était due. Louise comprenait. Cet enfant qui avait grandi trop vite comprenait que sa mère partait peut-être pour ne plus revenir. Elle serra Claire si fort que cela fit mal. « Maman, le bébé dans ton ventre, il va bien. » Claire mentit. Le plus beau mensonge de sa vie. « Oui, ma chérie, le bébé va très bien. Il dort, c'est tout. » Mais Louise, avec cette intuition terrible des enfants qui ont trop souffert, savait que sa mère mentait. Madame Dubois emmena les enfants. Paul pleurait, réclamant sa mère. Louise le tenait fermement, murmurant des mots de réconfort comme une petite maman. Claire les regarda s'éloigner, sachant qu'elle ne les reverrait peut-être jamais. Le rapport de police du 19 décembre mentionne qu'une femme fut aperçue près de la gare de l'Est à minuit. Mais personne ne fit le lien avec ce qui allait suivre. Claire attendit la nuit. Elle s'était cachée dans une ruelle, observant les allées et venues des gardiens. Marguerite, la prostituée, l'avait vue et comprise. Sans un mot, elle avait donné à Claire une écharpe sombre pour couvrir son visage et une petite fiole. Du laudanum, si la douleur devient insupportable. Marguerite savait. Toutes les femmes de la rue savaient ce qui arrivait quand une femme enceinte faisait trop d'efforts. À 11 heures du soir, Claire commença son ascension. L'échelle de service menait au 2e étage où se trouvait le bureau de Dubois. Chaque barreau était une torture. Son ventre énorme la déséquilibrait. Ses mains gelées glissaient sur le métal glacé. Au 1er étage, elle dut s'arrêter. Une contraction. Pas maintenant. Pas maintenant. Elle mordit l'écharpe pour ne pas crier et continua. Les archives de la compagnie mentionnent qu'une fenêtre fut trouvée ouverte le lendemain matin.
Mais l'incident fut classé comme négligence du gardien. Personne ne sut jamais qu'une femme enceinte de 8 mois avait escaladé 2 étages dans la nuit glaciale de décembre. Le bureau était sombre. Claire fouilla frénétiquement, ses mains tremblantes renversant des papiers. Et là, dans le dernier tiroir, elle le trouva. Le carnet noir d'Henri. Elle l'ouvrit et lut, à la lueur de la lune, les mots de son mari mort. Chaque page documentait un accident évitable, un mort de plus, un crime couvert. La dernière entrée datait du 2 septembre. Demain, je vais tout révéler à l'humanité, pour Claire, pour mes enfants. Une autre contraction plus forte. Le bébé protestait contre cette folie. Claire glissa le carnet dans sa robe et commença à redescendre. Mais à mi-chemin, ses forces l'abandonnèrent. Elle glissa, se rattrapa de justesse, déchirant ses mains sur le métal rouillé. Le sang coulait, se mélangeant à la rouille. Elle atteignit le sol au moment où les premières vraies contractions commençaient. Le travail. Le bébé arrivait, ici, maintenant. Dans cette ruelle sombre derrière la gare où son mari était mort. Marguerite la trouva 1 heure plus tard, gémissant dans la neige qui commençait à tomber. Sans hésiter, la vieille prostituée s'agenouilla. Elle avait vu assez de naissances dans les rues pour savoir que celle-ci tournait mal. Le bébé était mal positionné. Claire perdait trop de sang. Et cette neige qui tombait, transformant tout en linceul blanc. La neige tombait en gros flocons silencieux, recouvrant Paris d'un manteau d'innocence mensongère. Dans la ruelle derrière la gare de l'Est, Claire Martin vivait les heures les plus terribles de son existence. Marguerite, cette prostituée usée par 50 ans de trottoir, tenait ses mains ensanglantées, en murmurant des prières oubliées depuis l'enfance. « Il faut pousser, ma belle. Je sais que tu n'as plus de force, mais il faut pousser. » La voix de Marguerite tremblait. Elle avait aidé à 3 accouchements de rue dans sa vie. Les 3 bébés étaient morts. Elle ne voulait pas que ce soit le 4e. Claire serrait le carnet noir d'Henri contre sa poitrine comme un talisman. Chaque contraction était une vague de feu qui la déchirait. Le laudanum que Marguerite lui avait donné n'atténuait rien. Son corps se rebellait contre cette naissance prématurée, provoquée par l'effort surhumain de son escalade. « Je vois la tête », murmura Marguerite. Mais son visage disait autre chose. Le bébé était bleu, le cordon enroulé autour du cou. Dans les registres de l'état civil du 10e arrondissement, on trouve trace de nombreux morts-nés cette année-là. Un de plus ne surprendrait personne. C'est alors qu'une silhouette apparut dans la neige. Le père Mathieu, insomniaque chronique, faisait sa ronde nocturne habituelle. Les archives paroissiales mentionnent qu'il avait l'habitude de chercher les malheureux dans les rues froides. Ce qu'il vit le glaça plus que le vent de décembre. Sans un mot, il tomba à genoux dans la neige souillée de sang. Ses mains expertes, qui avaient baptisé tant d'enfants, tentèrent de dégager le cordon. Claire le regardait avec des yeux qui avaient déjà accepté l'inévitable. Elle savait. Une mère sait toujours. « Comment s'appellera l'enfant » demanda le prêtre, préparant déjà les derniers sacrements. Claire eut la force de murmurer « Marie-Espérance, comme ma mère ». Un dernier effort, une dernière poussée. Et Marie-Espérance Martin glissa dans ce monde pour n'y rester que quelques secondes. Pas un cri, pas un souffle, juste ce silence terrible qui suit la mort d'un innocent. Le père Mathieu traça une croix sur le front minuscule. Marguerite pleurait, elle qui n'avait plus pleuré depuis 20 ans. Claire prit sa fille mort-née dans ses bras. Elle était si petite, si parfaite. Ses petits doigts étaient formés. Ses paupières fermées cachaient des yeux qui ne verraient jamais le jour. Claire la berça doucement, lui chantant la berceuse qu'elle chantait à Louise et Paul. « Dors, mon petit ange, dors ». La neige continuait à tomber, recouvrant la tragédie d'un voile pudique. Marguerite voulut prendre l'enfant, mais Claire la serra plus fort. « Pas encore. Laissez-moi encore un moment. » Elle embrassa le front glacé de Marie-Espérance. Elle lui murmura tous les mots d'amour qu'elle n'aurait jamais l'occasion de dire. Elle lui promit qu'un jour, elle se retrouverait. Le père Mathieu comprit qu'il fallait agir vite. Claire perdait trop de sang. Il envoya Marguerite chercher les sœurs de la charité. Mais Claire s'en moquait. Mourir maintenant, rejoindre Henri et Marie-Espérance, quelle délivrance ce serait. Sauf que,
Louise et Paul, ces deux survivants. Elle ne pouvait pas les abandonner. « Mon père », murmura-t-elle en tendant le carnet noir, « ceci prouve que mon mari a été assassiné. Promettez-moi que mes enfants auront justice. » Le père Mathieu prit le carnet, le parcourut rapidement à la lumière de la lampe que Marguerite tenait. Son visage se durcit. Ce qu'il lisait dépassait ses pires craintes sur la cruauté humaine. Il hocha la tête solennellement. « Je vous le promets, mon enfant. » Les sœurs arrivèrent avec une civière. Sœur Marguerite, une femme de 40 ans au visage marqué par la compassion, prit délicatement Marie-Espérance des bras de Claire. Elle ne dit pas les platitudes habituelles sur les anges au paradis. Elle murmura simplement « Moi aussi, j'ai perdu un enfant », avant d'entrer dans les ordres. La douleur ne part jamais, mais on apprend à vivre avec. Claire fut transportée au dispensaire de la paroisse. Le docteur Laroche, réveillé en urgence, fit ce qu'il put. Les notes médicales, conservées dans les archives de l'assistance publique, parlent d'hémorragie sévère et de déchirures multiples. Normalement, une femme dans cet état mourrait. Mais Claire avait une raison de vivre. À l'aube, Louise et Paul arrivèrent avec Madame Dubois. Louise vit sa mère, pâle comme la mort, couchée sur un lit du dispensaire. Elle vit le petit paquet blanc dans les bras de sœur Marguerite. Elle comprit. Cet enfant de 5 ans qui avait déjà trop vu, comprit que sa petite sœur ne rentrerait jamais à la maison. « Maman !» murmura Louise en grimpant sur le lit. « Le bébé, il dort pour toujours comme papa ?» Claire ne put retenir ses larmes. Elle serra Louise contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux. Paul, trop jeune pour comprendre, demandait où était le bébé. Il voulait lui montrer son soldat de plomb. Cette innocence brisa le cœur de tous les présents. Le père Mathieu s'approcha. « Madame Martin, j'ai lu le carnet. J'ai contacté un avocat de ma connaissance, Maître Bertrand. Il prendra votre affaire, gratuitement. La compagnie devra payer. » Madame Dubois s'avança, tremblante. « Mon mari, quand il saura que le carnet a disparu, il me tuera ou vous tuera. » Claire la regarda avec des yeux vidés de toute émotion. « Qui laissait ? Je n'ai plus rien à perdre. » Mais c'était faux. Elle avait encore Louise et Paul. Et maintenant, elle avait une mission. Marie-Espérance n'était pas morte pour rien. Sa mort allait servir à quelque chose. Claire allait se battre. Pour la justice, pour la vérité. Pour tous les enfants qui risquaient de perdre leur père dans les accidents évitables de la compagnie. L'enterrement de Marie-Espérance eut lieu le 20 décembre. Une petite boîte blanche. Une poignée de personnes dans le cimetière de Pantin. Louise avait cueilli des fleurs de givre sur les tombes pour sa sœur. Paul avait posé son soldat de plomb sur le cercueil, pour qu'elle ait un jouet au paradis. Le photographe était là. Celui qui avait pris la photo 2 jours plus tôt. Il s'approcha de Claire après la cérémonie. « Madame, je suis journaliste à l'Illustration. J'ai entendu parler de votre histoire. Du carnet. Accepteriez-vous de témoigner ?» Claire regarda la tombe de sa fille, puis celle d'Henri, juste à côté. Elle pensa à tous les Henri qui mourraient demain si elle se taisait. Elle pensa à tous les Marie-Espérance qui ne naîtraient jamais parce que leur père serait tué par la négligence criminelle. « Oui, » dit-elle simplement, « je témoignerai. » Le 21 décembre 1910, l'Humanité publia en première page. Scandale à la Compagnie des chemins de fer. Un carnet noir révèle des meurtres déguisés en accidents. La photographie de Claire et ses enfants illustrait l'article. Cette mère qui avait tout perdu devenait le visage de la résistance ouvrière. L'article de l'Humanité provoqua un séisme. Le contremaître Dubois fut arrêté le 22 décembre, alors qu'il tentait de fuir vers la Belgique. Sa femme, libérée du poids de sa complicité forcée, témoigna contre lui. Les registres du tribunal correctionnel de la Seine conservent les minutes du procès qui s'ouvrit en janvier 1911. Claire, encore faible de son accouchement tragique, se présenta à la barre. Louise et Paul attendaient dans le couloir, gardés par sœur Marguerite. La salle était comble. Des dizaines de veuves d'ouvriers étaient venues. Elles reconnaissaient en Claire leur propre douleur, leur propre combat. «
Maître Bertrand présenta le carnet noir. Page après page, la négligence criminelle de la compagnie était exposée. 23 morts accidentelles en 2 ans. Toutes évitables, toutes couvertes. Henri Martin n'était qu'un nom parmi d'autres, mais son courage posthume allait tous les venger. Le directeur de la compagnie, M. Beaumont, fut contraint de comparaître. Face aux preuves accablantes, il tenta de minimiser. Des accidents regrettables, osa-t-il dire. C'est alors que Claire se leva. Le juge voulut la faire rasseoir, mais elle resta debout. Ma fille Marie-Espérance est morte le 19 décembre. Elle n'a vécu que quelques secondes. Savez-vous pourquoi, monsieur Beaumont? Parce que j'ai dû escalader 2 étages enceinte de 8 mois pour récupérer la preuve que vous aviez fait tuer mon mari. Mon corps a sacrifié mon enfant pour que justice soit faite. Alors ne parlez pas d'accident regrettable. Parlez de meurtre. Le silence dans la salle était total. Même le juge ne trouvait pas ces mots. C'est Louise qui brisa le silence. La petite fille avait échappé à sœur Marguerite et était entrée dans la salle. Elle marcha vers sa mère et prit sa main. Maman a raison. Papa et Marie-Espérance méritent justice. Le verdict tomba le 3 février 1911. Dubois fut condamné à 20 ans de travaux forcés. La compagnie dut payer des indemnités à toutes les familles de victimes. Pour Claire, 1000 francs et une pension mensuelle de 50 francs jusqu'à la majorité des enfants. Le carnet noir d'Henri avait sauvé des dizaines de familles de la misère. Mais l'argent ne ramenait pas les morts. Claire s'installa dans un petit logement rue des Rosiers, non loin du dispensaire où elle avait failli mourir. Les sœurs de la charité lui proposèrent du travail. D'abord, simple lessive et ménage. Puis, voyant sa douceur avec les malades, elles lui apprirent les soins de base. Claire découvrit qu'elle avait un don. Ses mains, qui avaient tenu Marie-Espérance morte, savaient apaiser la douleur des autres. Elle apprit à reconnaître les signes d'un accouchement difficile, à préparer les tisanes qui calment les contractions, à masser les ventres tendus. Les notes du dispensaire mentionnent qu'en 6 mois, elle devint indispensable. Louise grandissait vite. À 6 ans, elle savait déjà lire et écrire, ayant appris en regardant les sœurs enseigner. Elle aidait sa mère au dispensaire, tenant la main des femmes en couche, murmurant les mêmes mots de réconfort qu'elle avait entendus. Paul, guéri de sa toux, était devenu un garçon robuste qui rêvait de devenir médecin, pour sauver les bébés comme Marie-Espérance. Un jour de mai 1911, une jeune femme arriva au dispensaire, enceinte, terrifiée, sans mari. Elle rappelait douloureusement à Claire sa propre détresse. Claire la prit dans ses bras. « Je suis mère Claire, tout ira bien. Je vais m'occuper de vous. » C'était la première fois qu'on l'appelait ainsi. Le nom resta. Au fil des années, mère Claire devint une légende du 10e arrondissement. Les registres du dispensaire documentent plus de 300 accouchements où elle assista. Pas un seul mort-né quand elle était présente. Les femmes disaient qu'elle avait le pouvoir de convaincre les bébés de vivre. La vérité était plus simple. Son expérience tragique lui avait appris tous les signes avant-coureurs du danger. En 1925, Louise, devenue couturière réputée, épousa un jeune médecin, le docteur Moreau, fils de Pierre Moreau, ce collègue d'Henri qui avait osé venir à l'enterrement. Le destin tissait ses fils de façon mystérieuse. Paul réalisa son rêve et devint médecin spécialisé en obstétrique. Il sauva des centaines d'enfants, portant toujours dans sa poche le petit soldat de plomb de son enfance. En 1935, une exposition sur « Les oubliés de la belle époque » s'ouvrit au Grand Palais. La photographie de Claire, prise ce 18 décembre 1910, en était la pièce maîtresse. Louise, maintenant mère de 3 enfants, s'arrêta longuement devant l'image. Elle voyait enfin ce que sa mère avait caché. La douleur infinie dans ses yeux, le ventre qui portait une enfant condamnée, le sourire forcé pour protéger ses enfants survivants. Le photographe, devenu vieux, était présent. Il s'approcha de Louise. « Votre mère était la femme la plus courageuse que j'ai jamais photographiée. Ce jour-là, j'ai vu dans ses yeux qu'elle savait. Elle savait que son bébé allait mourir, mais elle souriait quand même. Pour vous, pour votre frère. » Louise retrouva sa mère au dispensaire, maintenant âgée de 48 ans, les cheveux gris,
le dos voûté par les années de travail. Elle était en train d'aider une jeune femme à accoucher. Ses mains expertes guidaient l'enfant vers la vie. Quand le bébé cria, Claire sourit, ce même sourire que sur la photo, mais cette fois authentique. « Maman, dit Louise après que la jeune mère fut installée, j'ai vu la photo, l'exposition. Je comprends maintenant tout ce que tu as sacrifié pour nous. » Claire regarda sa fille, puis Paul qui venait d'arriver pour son service. Ces deux survivants, ces deux victoires contre le destin. Marie-Espérance n'a vécu que quelques secondes, dit-elle doucement, mais elle a donné un sens à toute ma vie. Chaque enfant que je sauve, c'est elle que je sauve, encore et encore. En 1945, Claire Martin s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Louise et Paul trouvèrent dans ses affaires la photo de 1910, soigneusement conservée. Au dos, elle avait écrit « 18 décembre 1910 ». Le jour où j'ai choisi de vivre pour que mes enfants vivent. Marie-Espérance, pardonne-moi. Lors de ses funérailles, plus de 1000 personnes vinrent. Des mères et leurs enfants. Des familles entières qu'elle avait sauvées. Le père Mathieu, très âgé, prononça l'éloge funèbre. Claire Martin a transformé la plus terrible des tragédies en la plus belle des missions. Elle n'a pas pu sauver sa propre fille, mais elle a sauvé les filles et les fils de centaines d'autres. Aujourd'hui, rue des Rosiers, une plaque commémore Mère Claire. Le dispensaire existe toujours, transformé en centre médical moderne. Dans le hall, la photographie du 18 décembre 1910 est exposée, avec cette inscription. Claire Martin, 1887-1945. De la tragédie naît parfois la grâce. Paul nomma sa fille Marie-Espérance. Elle devint sage-femme, perpétuant l'héritage de sa grand-mère. Quand on lui demandait pourquoi elle avait choisi ce métier, elle répondait « Pour honorer une petite fille qui n'a vécu que quelques secondes mais dont la mort a sauvé des milliers de vies. » La photographie continue d'émouvoir. Ce qu'on y voit d'abord, c'est la misère. Mais quand on connaît l'histoire, on y voit autre chose. Le courage d'une mère qui a tout perdu sauf l'essentiel. Sa capacité d'aimer et de protéger. Claire Martin nous enseigne que même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour trouve toujours un chemin. Car au fond, n'est-ce pas cela la vraie leçon? Que l'amour d'une mère peut transformer la mort en vie, la tragédie en espoir, et qu'une photographie prise dans la misère d'un matin d'hiver peut devenir le témoignage éternel que l'humanité, même brisée, reste capable de grandeur. Avant de conclure, souvenons-nous que cette histoire fictionnelle, dramatisée mais inspirée par des faits historiques, nous enseigne que la douleur peut parfois devenir une mission, et que l'amour d'une mère reste l'une des forces les plus puissantes pour transformer la tragédie en espoir. Même quand tout semble perdu, la justice et la dignité peuvent encore naître du courage silencieux. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Claire si vous aviez dû choisir entre vos enfants et un avenir incertain? Avez-vous déjà entendu dans votre famille ou votre ville des récits de sacrifices semblables, transmis de génération en génération? Selon vous, qu'est-ce qui donne à une mère ou à un père la force de continuer quand tout s'écroule autour d'eux? Écrivez le mot espoir dans les commentaires pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos grands-parents ou de vos ancêtres. Ces récits sont précieux et pourraient inspirer de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci de faire vivre cette mémoire avec nous. Abonnez-vous, aimez la vidéo, activez la cloche, partagez ou laissez un commentaire. Et surtout, cliquez sur le carton final pour découvrir les prochains récits.